Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, sur notre chaîne, on aime bien se poser quelques questions qui sortent parfois un peu de l'ordinaire et qui peuvent parfois effectivement apparaître comme étant un peu décalées ou même un peu fantasques, disons-le. Aujourd'hui, et je crois bien que c'est une première sur notre chaîne, après quand même plus de 400 vidéos, nous allons tenter de pénétrer dans une toute petite alcôve en fait de l'univers créé par J.K. Rowling, mais en réalité nous allons en fait explorer une différence minime sur le papier, mais importante en réalité entre l'adaptation cinématographique de Harry Potter et le roman. Vous le savez, les différences entre les livres et les films, elles sont légion. Parfois, elles sont très anecdotiques. En réalité, parfois, elles sont même proches de la monstruosité aussi. Donc, vous savez que nous avons notamment quelques griefs pour ce qui concerne, par exemple, l'adaptation de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, dont le script a probablement été écrit non pas avec des pieds classiques, mais plutôt avec, on va dire, des pieds qui ont dû être soumis à une utilisation préalable de branchiflore, voire même à une overdose de branchiflore. Bref, on sait qu'il y a des erreurs. Disons-le franchement, aussi, aucune adaptation de livre ne sera jamais parfaite et correspondra à 100% du contenu d'un livre. C'est évidemment un exercice artistique d'adapter un livre à part entière qui est d'ailleurs récompensé par de multiples prix. Il y a un Oscar de la meilleure adaptation, il y a un Golden Globe de la meilleure adaptation. Enfin bref, c'est vrai que c'est un exercice artistique qui est très particulier, qui est très complexe, mais bon, le fait est en l'occurrence qu'on peut dire que on ne peut jamais être 100% satisfait. Et ce n'est d'ailleurs que très rarement l'objectif de cet exercice, on va se le dire entre nous. Mais l'adaptation de Harry Potter, évidemment, ne va pas échapper à cette logique-là. Les films reflètent, on va dire, souvent un caractère particulièrement imprécis, présentent parfois effectivement des incohérences, présentent aussi des erreurs. Certains personnages secondaires sont très édulcorés, c'est le cas par exemple de Ginny, qui elle aussi est un personnage incompris. Certains personnages sont martyrisés et parfois sont même totalement absents. C'est le cas notamment, par exemple, de Peeves, de Ludo Verpé, de Winky, et on pourrait en citer quantité d'autres personnages absents des adaptations cinématographiques. Les lieux, la temporalité, le déroulement de certains événements ont également parfois été, on va dire, gérés un petit peu à côté de la plaque. Ils ont été parfois modifiés, parfois bouleversés, parfois oubliés, parfois inversés, enfin bref. Tout ça est très compliqué. On vous avait parlé dans une précédente vidéo sur le fait que les adaptations cinématographiques et le succès mérité, conjugué aussi à un manque de lecteurs de la part de certains fans, a créé une sorte, on va dire, de schisme entre d'un côté les fans qui ont lu, donc les fans où effectivement les lecteurs sont quand même au fait de ce qui se passe véritablement dans le roman Harry Potter, et les spectateurs, et donc en fait ce schisme engendre le fait que lecteurs et spectateurs ne bénéficient pas toujours de, on va dire, la même référence, de la même boîte référentielle au sujet de Harry Potter. C'est pour ça que souvent, on va avoir des questions qui vont être posées. On va dire, mais tu n'as pas lu les livres ? Ah non, je n'ai pas lu les livres. Bah oui, mais si tu avais lu les livres, tu aurais eu la réponse. Ça crée quand même une petite problématique. Le spectateur qui n'aura jamais lu les livres aura nécessairement, forcément, beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de connaissances qu'un lecteur avisé. Alors, loin de nous l'idée d'opérer, on va dire, une classification dans le niveau de fan entre les lecteurs et les spectateurs, c'est pas le sujet de notre vidéo. Mais en l'occurrence, nous devons quand même bien reconnaître que certains points, voire des pans entiers de l'histoire, sont aujourd'hui inconnus d'une grande partie des fans qui n'ont pas eu la chance de lire les livres. Alors, aujourd'hui, on a voulu revenir sur un passage très particulier de Harry Potter à l'école des sorciers qui a été, on va dire, franchement un peu maltraité dans l'adaptation cinématographique du premier volet, tout en conservant cependant une dimension qui est devenue, au fur et à mesure des années, assez culte. Alors, nul envie de notre côté de venir casser un mythe ou de pinailler sur un petit point de détail, mais on a plutôt la volonté de vous faire découvrir ou redécouvrir un passage de l'histoire du monde des sorciers qui mérite quand même que l'on s'y attarde de manière différente de ce que l'on a pu voir dans l'adaptation cinématographique. Le moment que nous avons choisi de regarder un peu à la loupe, c'est ce qu'il se passe en fait après la visite de Hagrid pour donner sa lettre d'admission à Harry Potter et donc vérifier l'état globalement de la situation avec les Dursley. Jusque-là, spectateurs
comme lecteurs, sont globalement sur les mêmes événements et sur la même temporalité, c'est-à-dire le 31 juillet, date de l'anniversaire de Harry Potter, quand effectivement Rubeus Hagrid pénètre dans la cabane sur une île en plein milieu de la mer. Le lendemain matin, Harry et Hagrid font les achats de fournitures scolaires sur le chemin de traverse, et donc jusque-là, on est tous sensiblement sur la même histoire avec quelques petits points de détail. L'adaptation cinématographique, ensuite, de Harry Potter, va, on va dire, engendrer des événements qui sont un peu étranges. C'est-à-dire que cette adaptation voit donc Harry et Rubeus Hagrid dans la gare de King's Cross peu de temps avant le départ du Poudlard Express. On sait qu'il remet à Harry le précieux billet pour prendre le train sur la voie 9 3/4. Rubeus Hagrid laisse ensuite Harry en pleine gare, comme si tout cela était absolument parfaitement normal, sans lui donner les explications. Alors, la logique est assez peu étonnante dans la mesure où Hagrid, et on parle bien de l'adaptation cinématographique, sait pertinemment que Harry Potter n'a absolument aucune connaissance des us et coutumes dans le monde magique, donc on peut un petit peu s'étonner. Mais pour nous, le petit souci en fait de l'adaptation cinématographique, c'est qu'il y a quand même une petite problématique dont il faut parler en matière de temporalité. On sait que la rentrée à Poudlard a lieu le 1er septembre et non le 1er août. Et voilà comment on fait disparaître un mois entier entre l'adaptation cinématographique et le roman. Que s'est-il passé en fait durant ce mois d'été estival après les événements du mois de juillet qui ont mis les nerfs des Dursley, il faut le reconnaître, à très rude épreuve. On imagine également l'impact de la visite de Rubeus Hagrid sur la psychologie déjà un peu dérangée de cette famille. Et c'est sur ce sujet que nous avons décidé aujourd'hui de disserter, car tant pour Harry que pour son entourage, il faut bien reconnaître que les équilibres ont été quand même un peu bouleversés par rapport aux 10 précédentes années qui se sont déroulées. Cette période, elle compte naturellement. Alors, évidemment, elle n'était peut-être pas la plus simple et la plus pertinente à caser dans un film de 2 heures où il faut naturellement, on va dire, entretenir et avoir un certain rythme. La vision et l'enchaînement choisis par Chris Columbus s'entend pour le coup totalement d'un point de vue artistique, sans aucun doute possible, et ce n'est pas d'ailleurs le but de notre vidéo de remettre en cause ce point de vue. Mais puisque nous sommes sur notre chaîne et qu'on a le temps d'en discuter, on va pouvoir faire un peu le point tous ensemble là-dessus. Alors déjà, il est intéressant de se remémorer ce qu'il se passe directement après les événements du chemin de traverse. Harry et Hagrid ont encore un peu de temps, on va dire, devant eux, et prennent le métro pour se rendre non à la gare de King's Cross, comme le laisse penser une scène coupée du premier film, mais à la gare de Paddington, qui est une gare permettant de desservir toute une partie de la banlieue de Londres et une petite partie du Royaume-Uni. Une fois, on va dire, arrivé dans cette gare, maintes fois arpentée par J.K. Rowling, Harry Potter et Rubeus Hagrid vont dîner ensemble dans la gare avant que Harry ne reprenne son train pour Little Winning pour rejoindre enfin le domicile familial. Harry demeure donc un petit peu, on va dire, on l'imagine, sous le choc de sa journée et des étranges réactions et confidences qui ont pu être émises notamment par Gary Ollivander lors de l'achat de sa baguette magique. Il faut bien reconnaître qu'en effet, il y a de quoi être un petit peu bouleversé quand on est un enfant et qu'on doit ingurgiter autant de bouleversements et d'informations en si peu de temps. On se demande d'ailleurs comment le psychisme d'un jeune garçon, on va dire d'une dizaine d'années, peut encaisser véritablement tout cela sans en perdre totalement la raison, et Harry apparemment en a quand même à revendre sous le pied. Durant, on va dire, le dîner pris sur le pouce, Harry va faire part de ses doutes et de ses craintes à Hagrid, qui entend naturellement ces dernières, et les comprend d'ailleurs parfaitement en tentant de le rassurer comme il le peut, en lui disant que finalement, ça va le faire et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Donc on laisse là-dessus un Harry, on va dire, aussi émerveillé que dubitatif et inquiet. Quand Harry Potter retourne chez les Dursley, on peut imaginer qu'il ressent plusieurs, on va dire, sentiments contradictoires. D'un côté, il doit se remettre un petit peu des événements des dernières semaines. D'un autre côté, il craint nécessairement la réaction des Dursley et les éventuelles mesures de rétorsion, voire de violence, qui risquent de ponctuer, on va dire, le mois restant avant la rentrée scolaire. En plus de cela, Harry doit faire face, on va dire, à une impatience teintée aussi d'une petite appréhension vis-à-vis de sa rentrée à Poudlard. Et pour parfaire le tout, il doit évidemment digérer certaines informations sur son histoire et notamment sur celle de ses parents et tout ce qui concerne Lord Voldemort. On pourrait donc résumer tout cela à un été sacrément occupé pour Harry Potter.
On aurait aimé d'ailleurs connaître les pensées de Harry Potter dans le sens finalement où il a dû quand même avoir un certain nombre de réflexions assez intéressantes dans sa tête en se posant finalement tout un tas de questions. On aurait bien aimé voir le jeune Harry Potter finalement dans le train qui le ramène de Londres vers Little Angleton en train de réfléchir. On imagine évidemment que tout est très compliqué dans sa tête. Enfin, pour nous, ça aurait été vraiment un point assez intéressant à découvrir, que ce soit dans le roman d'ailleurs ou dans l'adaptation cinématographique. Alors, on sait que, à sa grande surprise, Harry Potter n'aura pas à subir, on va dire, de mesures de rétorsion particulières de la part des Dursley, qui ont probablement compris qu'il ne valait pas, on va dire, trop provoquer les choses pour ne pas évidemment engendrer un retour de Hagrid, par exemple, qui aurait pu effectivement s'occuper gentiment des Dursley, comme il a pu le faire dans la cabane sur la mer. Voilà, ça c'était l'idée. Donc, vu le sort qui avait été réservé à Dudley Dursley, qui a quand même subi, on le sait, les foudres de Rubeus Hagrid et se trouve désormais affublé d'une queue en tire-bouchon, ce qui représente quand même dès lors une certaine forme d'inquiétude pour les Dursley, on peut imaginer effectivement que tout ça a mené au fait qu'il ne fallait surtout pas se faire remarquer. De l'écriture même de J.K. Rowling, on sait que le dernier mois passé chez les Dursley ne fut pas franchement le mois, on va dire, le plus plaisant, même s'il fut moins éprouvant que l'on aurait pu le penser a priori. Alors, attention, cela ne veut absolument pas dire qu'il s'agit d'une partie de plaisir, loin de là. Disons juste que le bouleversement provoqué par la révélation de Hagrid sur l'exacte nature de Harry Potter et sur la nature de ses parents ont plongé l'ensemble de la cellule familiale dans un monde bien particulier. Pétunia est obligée de renouer en fait avec les traumatismes réels ou supposés vis-à-vis des sentiments en fait qu'elle entretenait avec Lily Potter. Elle espérait probablement en avoir fini avec toutes ces histoires. Vernon, lui, ne décolère évidemment absolument pas de la situation, et Dudley Dursley se planque du mieux qu'il le peut et évite de se retrouver dans la même pièce que Harry Potter en tête-à-tête, de peur qu'il lui arrive quelque chose. Vis-à-vis de Harry Potter, le reste de la famille Dursley semble avoir décidé de faire comme si ce dernier n'était plus vraiment là. Alors, point positif, c'est que Harry Potter, on va dire, commence à sortir petit à petit de la forme d'esclavage ou de demi-esclavage dans laquelle il semblait être entretenu depuis maintenant plusieurs années. Désormais, plus personne ne s'avise même d'ailleurs de lui adresser la parole. On sait également qu'il n'est absolument plus enfermé à clé dans le placard sous l'escalier et qu'il trouve là-dessus une certaine forme d'apaisement. Cependant, cette situation est très loin quand même d'être idyllique ni même optimale. Harry Potter considère même cette presque négation de son existence comme étant déprimante, ce que nous n'avons absolument aucune difficulté effectivement à imaginer. Pendant cette période, Harry Potter va tenter de se familiariser avec l'univers auquel il sait désormais appartenir. On sait notamment qu'il va feuilleter l'ouvrage sur l'histoire de la magie, où il trouvera un nom d'ailleurs pour sa chouette qu'il apprend là aussi à appréhender. Dans cette ambiance aussi très lourde, Harry va compter les jours qui le séparent véritablement du début d'une nouvelle vie et donc d'une nouvelle existence, c'est-à-dire la rentrée à Poudlard. Les jours, on sait, se ressemblent à peu près tous et on va dire que le moral n'est pas franchement au beau fixe, même si au bout de cette période l'attend quand même effectivement une nouvelle vie à laquelle, on l'imagine, Harry ne cesse de rêver, après en avoir eu un aperçu, on va dire, des plus attrayants et des plus attirants lors de sa première incursion sur le chemin de traverse. La veille de son départ à Poudlard, on sait que Harry Potter va finir par se décider à enfin demander à oncle Vernon si ce dernier accepterait d'emmener Harry à la gare. On imagine qu'il ne le fera pas de gaieté de cœur, mais ce n'est pas comme s'il avait beaucoup d'autres choix au final. Vernon sait instinctivement qu'il ne vaut mieux pas refuser, auquel cas il risquerait, vous le savez, de s'opposer et donc d'opposer sa famille à une nouvelle visite désagréable du géant si Harry ne se présentait par exemple pas en temps et en heure à Poudlard. L'enjeu est d'autant plus important que les Dursley veulent éviter évidemment à tout prix une visite qui pourrait alerter les autres habitants du quartier de Privet Drive. Nous savons pour le coup combien les Dursley veulent paraître, on va dire, aux yeux du monde entier comme étant le plus normal possible et même parfaitement normaux d'ailleurs. Vernon va finalement donc céder, plus d'ailleurs pour des raisons pratiques que pour des raisons de gentillesse. Il va s'en dire. Bien entendu, il ne manquera absolument pas l'occasion de se moquer de la manière par laquelle Harry va se rendre
apprendre à l'école et l'ineptie que représente pour sa conception, on va dire, étriquée de Moldu, le fait de prendre un train sur une voie 9/3 qui, par principe, ne doit normalement pas exister. Harry sera déposé et, disons-le, laissé à lui-même par un Vernon Dursley, même pas gêné finalement de laisser à lui-même un garçon de 11 ans dans une gare remplie de Moldus. Bon, ça aussi, là-dessus, il y a peu d'étonnement, on va dire, en la matière. C'est ici, évidemment, que l'adaptation cinématographique et le roman vont finir par enfin se retrouver l'un et l'autre. Le saut temporel réalisé dans la version cinématographique de Harry Potter à l'école des sorciers ne pose pas de difficultés particulières car on ne manque pas, on va dire, une séquence importante de l'histoire. Le seul problème, à notre sens, c'est que ce passage mérite quand même que l'on s'y intéresse véritablement dans la mesure où elle nous donne quand même quelques informations pour mieux comprendre chaque personnage et la dynamique de fonctionnement de cette famille très particulière, bien loin d'être un exemple, il faut évidemment le reconnaître. La réaction des Dursley en dit très long sur le choc subi par le déferlement de lettres d'admission, mais aussi par la visite de Rubeus Hagrid. On sait que les Dursley ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter d'être rattrapés un jour ou l'autre par le monde de la magie. Élever Harry Potter était déjà en soi quelque chose qu'ils n'avaient pas souhaité de prime abord, ce qu'on ne peut pas leur refuser. On connaît aussi le rapport de jalousie et de répulsion que Pétunia pouvait entretenir vis-à-vis de la magie, aversion qui n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années, et il faut le reconnaître, bien entretenue par, évidemment, son mari. Maintenant que tous les efforts ont été réduits à néant, il faut bien reconnaître que deux comportements pouvaient, on va dire, émerger. Sur le papier, la plus logique aurait pu être une réaction virulente des Dursley qui aurait pu être tentée, en effet, de faire payer à Harry Potter l'humiliation infligée par Rubeus Hagrid. Il faut dire que la fierté de Vernon Dursley a été largement remise en cause, l'intégrité physique de son fils a été atteinte, même sans gravité, et tout cela, évidemment, devant sa femme. Donc tout ça est très compliqué à gérer. Bref, on pouvait imaginer on va dire, un accroissement des mauvais traitements réservés à Harry Potter, comme ce fut le cas, par exemple, depuis son arrivée à Private Drive. On aurait pu très facilement imaginer que de nombreuses brimades et humiliations auraient pu se faire jour, histoire de faire payer à Harry toute cette situation jusqu'à son départ à Poudlard. En réalité, c'est plutôt la peur qui a prévalu et donc une sorte de repli stratégique opéré de la part des Dursley afin de ne pas subir de brimade, ce qui débouche évidemment sur certaines réactions différenciées de la part de chacun des membres de la famille. Vernon, on l'a déjà dit, doit digérer son humiliation. Il doit se remettre de la situation où, on va dire, il a vu son univers être complètement rejeté pendant des décennies de sa propre conception, de son existence. Il a essayé de barrer finalement tout ça. Et là, pour le coup, ces événements ont remis en cause l'équilibre familial, certes fragile et imparfait, mais il a été quand même remis en cause. Il faut quand même se mettre dans une logique que l'oncle Vernon ne peut évidemment pas supporter cette intrusion du monde magique contre laquelle il ne peut pourtant finalement pas grand-chose, mais psychologiquement, ça reste quand même quelque chose de très difficile à supporter. Il n'est pas de taille à lutter, et surtout le destin de Harry Potter semble lui échapper totalement, ainsi qu'à Pétunia. Or, Vernon, on le sait, a horreur de l'imprévu et a horreur des choses sur lesquelles il n'a pas le contrôle et il n'a pas la main. Face à cette situation de fait, Vernon, qui est quand même bien loin d'être un homme courageux, va renoncer à faire valoir ses positions et donc va finalement un petit peu, on va dire, lâcher le jeu et s'incliner. Seulement, si Vernon n'est absolument pas un être courageux, il n'en demeure pas moins un être revanchard. Il faudra donc payer Harry par le biais de petites humiliations qui ont d'ailleurs un impact plus ou moins important sur la psychologie de notre héros. Vernon affiche également, on va dire, un espèce de manque de réaction à cette situation, car au-delà du côté humiliation, il y a aussi quelque chose qui relève en fait de la peur, et ce sentiment n'est absolument pas simple en fait à surpasser, et on peut l'imaginer dans cette situation-là surtout. Consciemment ou inconsciemment, Vernon a probablement compris, ou tout du moins on va dire a cerné, que sa famille se retrouve aujourd'hui potentiellement en danger d'une manière ou d'une autre, même si son analyse de la nature exacte du danger ne semble pas être la bonne.
Ils ont beau avoir voulu nier la réalité de ce qui est arrivé à Lily et à James Potter, en réalité, les Dursley savent parfaitement qu'ils ont été, on va dire, assassinés dans des conditions absolument horribles et que Harry Potter demeure, quoi qu'il arrive, une cible après toutes ces années et par extension, ils le deviennent donc également, même si forcément la lecture de l'information n'est peut-être pas exactement toujours la même. Vernon Dursley n'a confiance, on va dire, dans aucun sorcier et n'accordera jamais la sienne à qui que ce soit et encore moins finalement à Dumbledore ou même ne pourrait même pas l'accorder, on va dire, à des sorciers qui lui ressembleraient plus. Donc ainsi, ils se sont de toute façon totalement menacés par tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec le monde de la magie et de la sorcellerie. Il a vu son fils subir une transformation physique quand même dégradante. Il a vu finalement des choses qu'il n'aurait pas dû voir ou qu'il n'aurait jamais voulu voir dans son imagination très étriquée. Donc il est tout à fait logique qu'il ne veuille pas en fait créer les conditions d'une nouvelle expédition punitive et donc il se tient à carreau, à la limite évidemment de la correction, mais n'a pas on va dire recours à de violence directe ou indirecte vis-à-vis de Harry Potter, en tout cas, on va dire pas de manière extraordinairement violente. Pétunia, c'est encore un autre sujet, c'est encore une autre affaire. Son rapport, on va dire, vis-à-vis de tout cela, repose et répond évidemment à des logiques et sur des logiques qui sont très différentes car elles font appel à son vécu et notamment à sa problématique relation en fait avec sa sœur qui n'a jamais été résolue depuis que Lily Evans a découvert qu'elle était une sorcière. Pétunia, on le sait, a créé, on va dire, une animosité vis-à-vis de sa sœur depuis l'enfance et qui s'est perpétrée jusqu'à l'assassinat de Lily par Lord Voldemort. Les années d'adolescence et le début de la vie d'adulte n'aura pas laissé suffisamment de temps aux deux sœurs pour vraiment reconstruire un lien que le monde de la magie était finalement venu couper. Malheur, en quelque sorte, à celle qui en est exclue, et Pétunia va en nourrir, on le sait, une jalousie et une rancœur sans limite, même s'il faut reconnaître qu'elle est tout à fait disproportionnée et démontre en fait les limites du personnage. On peut comprendre quand même quelque part qu'il y ait une difficulté pour elle à assimiler les choses. Le fait est que le monde magique a enlevé Lily à Pétunia au moins par 2 fois, et d'une manière définitive, et en plus de cela, on lui demande effectivement dans une dimension différente de revivre à peu près la même chose avec son neveu. Alors ne nous y trompons pas, Harry n'est pas aimé de manière traditionnelle par Pétunia, c'est une évidence, on vous avait fait une vidéo sur ce sujet-là. Cependant, il apparaît quand même évident que cette dernière aurait 1000 fois préféré que Harry Potter, on va dire, demeure évidemment totalement en dehors de ce monde magique vis-à-vis duquel on peut légitimement concevoir qu'elle entretient des sentiments pour le moins négatifs et même plus que mitigés compte tenu du passif. Le départ de Harry Potter remémore à la tante Pétunia finalement une série d'événements très douloureux et très négatifs et elle est bien trop fière à ce moment-là de l'histoire pour le reconnaître d'ailleurs et pour reconnaître d'ailleurs ses sentiments. Et elle est encore moins capable évidemment d'en faire état, ce qui est encore autre chose. Se mettre à la place de Pétunia permet évidemment de voir les choses sous une autre perspective et de prendre conscience de la difficulté, encore une fois, consciente ou inconsciente, de, on va dire, ce mois estival qui va mettre les nerfs de la tante Pétunia à rude épreuve. Pour ce qui concerne Dudley Dursley, les choses là sont aussi différentes. Dudley est l'exemple parfait de tout ce que le manque d'autorité parentale de nos sociétés contemporaines peuvent fabriquer de pire et de détestable chez un enfant. Son statut d'enfant roi nécessite que voilà, tous ses besoins et tous ses raisonnements, entre guillemets, toutes ses volontés soient prises en considération. Et donc, évidemment, on peut aussi imaginer qu'en tant qu'enfant, il n'a pas la capacité parfois d'avoir, on va dire, un recul tout à fait suffisant sur les événements. Et dans le cas de Dudley, on peut rajouter à cela, évidemment, un énorme manque de maturité. Dudley a toujours été le centre, finalement, de toutes les attentions et de toutes les préoccupations de la famille Dursley. Il a toujours été placé dans une position de privilégié et dans une position en fait de dominant vis-à-vis de Harry Potter, dont le statut a toujours été perçu par Dudley comme étant inférieur au sien. Dudley ne peut pas non plus comprendre tout ce qu'il se passe autour de Harry Potter dans cette période, compte tenu du tabou qui existe dans cette famille sur le monde des sorciers. Dudley découvre lui aussi probablement beaucoup de choses cette nuit-là, mais il va évidemment percevoir tout cela sous un
spectre, on va dire, un petit peu particulier qui sera celui de la jalousie et celui de la colère. Alors, il est incapable de toute façon de réagir autrement, il est en fait totalement prisonnier d'un comportement engendré par une éducation totalement défaillante. Dudley va lui aussi devoir en plus subir la situation un peu comme ses parents, mais on le voit notamment avec le petit cadeau improbable d'ailleurs laissé par Rubeus Hagrid, il va aussi devoir en souffrir en fait physiquement et d'une manière effectivement peu attendue. Parce que outre le côté très drôle et très très comique de cette situation, il faut cependant reconnaître le traumatisme de ce que Hagrid a engendré, qui va en plus obliger Dudley à se rendre chez le médecin pour expliquer cette bien dégradante situation qui est, entre nous, totalement inexplicable. Pour un enfant de 11 ans, aussi détestable soit-il, on peut en effet penser que Hagrid y allait peut-être un petit peu fort et qu'il aurait peut-être pu adoucir un peu sa réaction. Forcément, la psychologie de Dudley s'en retrouve de toute façon totalement impactée et il vit désormais dans, on va dire, la peur, dans la sensation finalement de peur qu'il n'avait jamais rencontrée jusqu'à présent. Et en plus, il a peur du cousin qu'il a finalement tant aimé martyriser depuis des années. Donc autant vous dire qu'on est sur une inversion de paradigme qui est quand même un peu compliquée à assimiler. Durant ce mois d'été, on sait que Dudley va tout faire pour ne jamais se retrouver seul dans la même pièce avec son cousin, de peur évidemment qu'il lui arrive encore quelque chose de nouveau. On en viendrait même finalement à avoir un peu de peine pour ce pauvre garçon. On ne sait pas exactement à cette époque-là ce qu'il se passe dans sa tête et quel est son sentiment profond vis-à-vis de tout ça. Peut-être ne le sait-il pas d'ailleurs lui-même fondamentalement. Il aurait peut-être été intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet, mais c'est vrai que le personnage de Dudley, on vous en parlera dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Enfin, pour ce qui est de Harry Potter, nous en avions déjà parlé précédemment dans une précédente vidéo et on en a en plus parlé un petit peu au début de cette vidéo. Disons-le encore une fois, ce mois d'attente aura été probablement autant une respiration qu'une source d'inquiétude et qu'une source de questionnement tout à fait naturel devant tant de bouleversements dans la vie de ce jeune garçon. Cette période estivale et donc cette petite anomalie chronologique entre l'adaptation cinématographique et le roman nécessitait à notre sens quand même qu'on s'y arrête quelque temps afin de bien comprendre ce qui avait bien pu se passer durant tout ce temps et aussi les marques en fait que cela a pu laisser dans la psychologie de chacun des personnages. Nous avons aimé en fait nous interroger sur ce point qui est trop souvent oublié de la chronologie. Il serait d'ailleurs en fait assez fascinant de voir ce petit côté-là de la frise chronologique développé dans la prochaine adaptation en série télé de Harry Potter, qui, par son format, permettra naturellement de développer certains pans totalement oubliés de l'histoire. Et peut-être que là aussi, J.K. Rowling pourrait nous en montrer un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé durant ce mois-là et la manière en fait dont les personnages ont évolué et réagi face évidemment à ce bouleversement complet et total. Donc nous, on a beaucoup aimé faire ce type de vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on explore parfois certaines anomalies ou certains points entre guillemets de différence entre les adaptations cinématographiques et les romans. Ça nous intéresse surtout quand on voit évidemment que tout cela a des répercussions. Là, en l'occurrence, on sait que ça en a eu sur les personnages, sur la vie des personnages et sur leur perception. Donc voilà, nous, ça nous intéresse vraiment de pouvoir travailler sur ce point-là. Donc n'hésitez pas à nous dire évidemment si ça vous plaît dans les commentaires et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo.